Bonjour à tous, chers conspirés, je suis votre frère Bertin Bahaya du Conspiratorium et soyez le bienvenu chez vous au Conspiratorium. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines petites affaires cocasses mais dangereuses qui se passent dans notre monde. Vous suivez l'actualité et de plus en plus l'actualité devient très dangereuse. Pourquoi elle devient dangereuse? C'est à cause de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, nous avons par exemple le gouvernement israélien qui passe à la destruction complète de toute la structure organisationnelle de Hezbollah. Le Hezbollah, c'est une organisation paramilitaire. On dit d'elle qu'elle est soutenue par l'Iran et que c'est l'Iran qui est en train de mener toutes les opérations du Hezbollah. Mais le Hezbollah avait été initialement fondé par le Mossad. Le Mossad, c'est le service d'intelligence extérieure du gouvernement israélien. Quand ils avaient fait cela, c'était pour combattre le gouvernement et affaiblir le gouvernement libanais qui était là en ce temps-là. Mais vous savez que quand on fait des choses comme ça, il faut s'attendre aux répercussions. Et ce sont ces répercussions qui sont arrivées parce que le mouvement en soi est devenu plus létal, est devenu plus dangereux après, parce qu'ils ont acquis une certaine autonomie et se sont décidés d'affaiblir Israël à leur tour. Et ils voulaient vraiment se débarrasser d'Israël. Alors, c'est à ce moment-là que la guerre entre eux commence. Alors, qu'est-ce qui se passe après ça? Ce qui se passe après ça, c'est que ils se font maintenant des amis dans le coin et leurs amis sont devenus les anciens, en fait, ou l'actuel ennemi d'Israël. C'est que le Hezbollah est devenu une organisation anti-Israël pour le moment. Et c'est la guerre qui se passe entre Israël et le Hezbollah. De la même manière, le Hamas. Le Hamas avait été aussi créé par le gouvernement israélien, par le Mossad. Le but du Hamas était d'affaiblir le gouvernement palestinien de Yasser Arafat, qui est le Fatah. C'est que, au fil du temps, ce mouvement qui a été créé, le Hamas, qui a été créé par Israël, change de fusil d'épaule et commence à combattre Israël. C'est toujours comme ça. C'est que quand on met sur le point où on fonde un mouvement contre les intérêts d'un autre ennemi qui appartient à la communauté de ce mouvement, il faut s'attendre qu'à un moment donné, je suis en train de me promener, il faut s'attendre qu'à un moment donné, les choses changent. C'est pour ça que même le Ouazalendo qu'on a aujourd'hui, qui font un superbe travail, doivent être contrôlés. Parce que si on ne le contrôle pas, à un moment, ils vont être un gros problème pour le Congo. La même manière que le Rwanda, qui a créé le FDLR, qui sont là aujourd'hui, leur mouvement, et qui l'utilisent contre la RDC, les mêmes FDLR deviendront un gros problème pour le Rwanda. Et le Rwanda, ayant peur de tout ça, est en train de vouloir mettre le FDLR sur le dos de la RDC, pendant que c'est plutôt la RDC qui est vraiment victime du mouvement FDLR créé par Kagame et ses acolytes. Voilà ce qui se passe maintenant. En ce qui concerne ce qui se passe en Ukraine, les hostilités entre l'OTAN, les Occidentaux et la Russie sur le sol ukrainien. Ce qui se passe là, c'est qu'ils ont trouvé que la guerre militaire est perdue pour les Occidentaux et l'OTAN.
Pour ce faire, ils commencent à utiliser des méthodes, et des méthodes non conventionnelles de terrorisme. Donc, ils se disent, la seule façon d'affaiblir la Russie ou de ralentir la Russie, il faut créer une peur dans la population russe. D'où bombarder les populations civiles, tuer des civils, en égorger le plus qu'on peut. Et ainsi, on espère qu'avec le temps, les Russes vont se retourner contre leur gouvernement et ils vont faire partir le bon vieux Vladimir Poutine. Ce qu'ils ignorent, c'est que c'est un peuple qui est habitué à se faire envahir par des armées étrangères et que par conséquent, il n'est pas facile de faire avaler à ce peuple russe le fait de croire qu'il faut qu'ils combattent leurs propres dirigeants. Ils savent plutôt qu'il faut se réunir ensemble, se mettre ensemble, conjuguer les efforts pour mettre les ennemis hors d'état de nuire. Et c'est là qu'en sont les Occidentaux et c'est là leur problème. Voilà pourquoi vous voyez l'Ukraine commencer à lancer des missiles et il se pourrait que l'Ukraine puisse lancer des missiles à très longue portée. Quand je parle d'Ukraine, mettez toujours en tête que ce n'est pas l'Ukraine comme État d'Ukraine ou pays, mais plutôt Ukraine comme l'organisation qui est composée des Occidentaux et de leurs alliés et amis pour attaquer la Russie. Parce qu'ils trouvaient que la seule façon d'arriver jusqu'à la porte de la Russie sans que la Russie ne riposte, c'était d'être l'Ukraine. Ils portent les uniformes ukrainiens, ils se battent contre les Russes. Mais les Russes sont tellement forts que seuls les actes terroristes restent à faire mal. Oui, et ça va continuer à faire mal, ça fera très très mal aux Russes. Mais les Russes, n'oubliez pas qu'ils avaient perdu près de 27 millions d'hommes et femmes dans la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, voulais-je dire. C'est que s'ils en perdaient 100 000 ou 200 000, pour eux, ce ne sera pas une grosse perte pourvu qu'ils puissent défendre leur État, leur nation. Alors, c'est pour ça qu'ils vont continuer et il n'y a rien pour les fragiliser en ce sens. Qu'est-ce que nous devons tirer de tout ça? Il faut toujours regarder loin quand on est au combat. Ne regardez pas le coup porté très proche. Regardez très loin. Quels sont les coups qui tirent de très loin? Parce que si vous regardez proche, vous manquez l'objectif. L'objectif, c'est le mal qui est très loin, qui commandite ce qui se passe proche de vous. Le Congo et le Rwanda, si vous le savez bien, et vous le savez même, très bien même, que le Rwanda n'a aucun moyen de faire la guerre et déstabiliser la RDC. Avant, vous saviez que nous avions un président rwandais, que vous avez appelé Kagame pour des raisons de fortune. Alors, il n'est plus là. Comme il n'est plus là, la grosse peur des Occidentaux qui étaient au Rwanda et qui sont encore au Rwanda et qui supportent le Rwanda, c'est que le Rwanda, les Occidentaux vont perdre. Parce que Félix Antoine Tshisekedi a pris les moyens pour faire échouer tous leurs plans. Et là, vous voyez tout ce qui se passe. Ils vont armer le Rwanda, demander au Congo de ne pas attaquer, qu'il y ait des négociations à gauche et à droite, de cesser le feu. Pendant ce temps-là, ils donnent tout ce qu'il faut au Rwanda. Les armes, les munitions, tout ce qu'il y a comme approvisionnement de combat. Et du coup, vous allez voir un pays comme le Rwanda revenir à charge et passer à l'attaque et gagner du terrain chaque fois. Nous le voyons. Et quand nous le voyons, bonjour les enfants. Et quand nous le voyons, c'est parce que nous, on a cru
parce que Tshisekedi est entouré par des collaborateurs qui cherchent à protéger leurs intérêts, et leurs intérêts ne sont pas au Congo, leurs intérêts sont en Occident. Ce sont des pions, carrément des pions des Occidentaux, qui sont autour de Tshisekedi. D'une manière directe, indirecte, on les infiltre par tous les moyens, par des organisations religieuses, par des organisations caritatives et d'autres qui ont travaillé aux Nations Unies, à la MONUSCO, et qui se retrouvent gérer les affaires étrangères aujourd'hui. Vous pensez que ceux-là qui ont mangé et bu de la main des Occidentaux pendant plusieurs années et qu'on a pu, d'une certaine manière, introduire, faire infiltrer et entrer au gouvernement de Tshisekedi, qu'ils peuvent faire mal ou tenter de nuire aux intérêts de ces Occidentaux. Là, moi, je ne crois pas. Je ne cite pas les noms, mais vous les connaissez, parce qu'ils ont travaillé là-bas. Je vais prendre l'exemple de moi. Que moi, on me mette à un poste où je dois combattre les intérêts du Canada. Pensez-vous que ça va fonctionner? Je ne crois pas. Pourquoi ça ne fonctionnera pas? Parce que moi, j'ai mangé et je mange, j'ai bu et je bois des mains du Canada. J'aurai toujours j'aurais toujours à vouloir retourner l'ascenseur au Canada. Ça, c'est un fait. Et si je ne le fais pas, c'est que je manque à mon engagement envers eux. Alors, ce que je vais faire, si on me met dans un poste comme ça, je dois dire au gouvernement congolais, regardez ce que je suis avec le Canada. Si vous acceptez que je sois là, alors faites tout que quand il s'agit des intérêts canadiens contre RDC, que vous mettiez de côté et que quelqu'un d'autre le fasse. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut avoir cette honnêteté. Donc, en ce moment-là, ce sera aux autorités congolaises de savoir si vous me laissez en place. Mais les autres qui sont dans le gouvernement Tshisekedi ne disent pas ça. Parce qu'ils savent, dès le tout premier que Tshisekedi a pris le pouvoir, ils savent qu'on recherche la peau de Tshisekedi et on veut le faire partir à tout moment. Ce qu'ils s'attendent au départ ou à la neutralisation de Tshisekedi à tout moment. D'où pourquoi ne pas continuer à servir l'ancien maître? Parce que n'importe quand cet ancien maître peut reprendre les choses en main, peut reprendre les commandes. Et c'est ce qu'ils font. Voilà, je ne fais pas confiance en ce genre-là. Je reviens à ce qui est du Rwanda et du Congo. Regardez. Les gens disent que Kagame est fini. Chaque fois qu'on a dit que Kagame est fini, les mois qui suivaient, on voyait qu'on s'était trompé. Les gens vont dire, oh, regardez-le, vous pouvez voir que son corps est ceci, que son corps est cela. Vous voyez, il a changé son gouvernement, il a changé des militaires, et les amis, c'est qu'il est fini. Et pourtant, quelques temps après, nous voyons que son armée s'est renforcée. Nous devons arrêter nos prétentions. Nous devons arrêter nos prétentions de croire que nous connaissons les choses que nous lisons de par ce que nous voyons proche, sans regarder loin. Aussi longtemps que ceux qui détruisent la RDC et qui sont amis au Rwanda continuent à soutenir le Rwanda, nous ne pouvons pas penser, nous ne pouvons pas prétendre que le Rwanda est fini. Par contre, le Rwanda va rire de nous parce que nous faisons confiance à ses amis qui sont nos ennemis. Vous avez suivi l'incident. Ce n'est pas un incident mineur, c'est un incident majeur entre le mouvement Wazalendo, qui est vraiment des gens qui se battent pour la patrie, et il n'y a pas de doute dessus, et le FARDC, qui est l'armée nationale.
vous savez, l'armée nationale, c'est l'armée qui est infiltrée par les ennemis. Les Ouazalendos ne le sont pas. Parce que eux, quand ils découvrent qu'il y a un ennemi, ils l'achèvent tout d'un coup. Pendant que l'armée nationale congolaise, elle, garde tous les ennemis, les amplifie, les nourrit, et ils sont là. C'est eux qui sont un gros problème. Et aussi longtemps que le président Tshisekedi garde ces anciens colonels, ces anciens généraux-là dans l'armée, qui sont maintenant des affairistes. Quand ils ne sont pas affairistes, ils sont alliés aux civils affairistes d'anciens gouvernements de Kabila ou d'anciens gouvernements de Mobutu, ou les deux. Je l'ai dit avec cause et je ne mens pas. Parce que vous savez, j'ai été agréablement surpris de savoir que au Rwanda, on écoute mes émissions. Et qui écoute mes émissions? Les gens qui ne les aiment pas. Donc ce n'est pas un citoyen rwandais ordinaire qui écoute, mais ce sont les Rwandais qui ont des postes de gestion administrative ou politique, militaire ou policière, donc qui sont dans le service de sécurité, et qui disent que je devrais arrêter ce que je fais parce que ce n'est pas bon pour moi ni pour ma famille. Et les membres de ma famille me disent, Bertin, voici ce que nous entendons ici, tu nous mets en danger. Tu nous mets en danger parce que nous nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes complètement livrés à ceux qui peuvent nous annihiler s'ils le veulent. Et ils me disent que le Rwanda décide de garder le Congo en un seul morceau, mais le Rwanda est capable de détruire le Congo en un seul et sa gouvernance également. Alors, pourquoi ils me disent ça? C'est parce qu'il y a des gens qui se promènent aussi. C'est parce que ils m'ont dit que le Rwanda donne... Enfin, c'est par le Rwanda que les Congolais à l'Est se procurent de tout. La nourriture, la boisson, tout ce qui est d'usage primaire. Que si le Rwanda veut éliminer tout le monde en une journée, le Rwanda peut le faire avec une seule goutte de poison et tout le monde est éliminé. Ils ont raison dans ce sens-là. Parce que notre gouvernement, le gouvernement qui ont précédé Berton, le nouveau gouvernement, je vais lui donner un peu son crédit, mais les anciens gouvernements, alors le Rwandais Kazembere, que vous appelez Kabila, a fait 23 ans au pouvoir. Après qu'il ait fait 23 ans au pouvoir, il n'a rien fait que pour renforcer son pays d'origine, le pays qui servait. Et avant cela, c'était Mobutu, qui était complètement laissé aller, pourvu qu'il soit tranquille au pouvoir. Il a mis des Rwandais dans le poste de gestion à tous les niveaux et dans tous les services. Aujourd'hui, voilà le problème que nous avons, c'est celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Les Américains cherchent à fragiliser toute puissance ou toute organisation qui créerait ou qui voudrait ne fût-ce que créer une circonstance de résistance ou de rivalité aux États-Unis, parce qu'ils ont le but ultime d'avoir un seul gouvernement planétaire dirigé par les Américains. Voilà. D'où cette guerre que vous voyez en Ukraine. Et là, elle avait pour but d'attaquer la Russie, la démembrer, se partager les richesses, et puis aller voir la Chine, la mettre à genoux, se partager les richesses de la Chine, et avec ces deux puissances annulées, les Américains, les États-Unis peuvent diriger le monde jusqu'à l'infini, sans partage, sans obstruction. La Russie, ce chance-là, elle s'est mise entre les deux. La Russie a dit non, il n'est pas question.
Nous n'allons pas vous laisser faire cela. C'est passé. Vous avez eu la chance de le faire. Vous avez régné depuis 1945. Et maintenant, il n'est plus question que vous le fassiez. Nous allons vous arrêter. La guerre a commencé. Cette guerre, la Russie est en train de la gagner. Ça ne fait aucun doute. Mais pour la gagner, la Russie est en train de perdre beaucoup de gens. Et la Russie va en perdre encore. La Russie va perdre beaucoup d'amis. Parce qu'il y a des amis qui avaient d'intérêt avec les Américains, qui se contentaient des miettes qu'ils recevaient des Américains. Mais quand les Russes commencent à combattre les Américains, ils savent que si les Russes gagnent, chose qu'ils sont en train de faire, les Américains perdront cette superpuissance, cette place primordiale de gestion de l'humanité, et que les États-Unis devront partager ce pouvoir avec les autres. D'où les miettes que recevaient ces vallées-là vont être dispersées. Et ces vallées, je parle de pays occidentaux et d'autres amis aux États-Unis. La Corée du Sud, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et tant d'autres pays que vous connaissez, incluant d'autres pays en Afrique. Les États-Unis avaient pour un certain temps laissé les Français et les autres s'occuper d'Afrique, mais ils reviennent en force. C'est pour ça qu'ils ont créé un poste de commande militaire juste pour l'Afrique et Africom, qui se retrouve en Allemagne, ce n'est même pas sur le continent africain. Et dans chaque région africaine, comme le centre, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, ils avaient toujours un pays qui vont soutenir afin de mettre les autres à genoux, et ainsi les pays qui sont choisis rendent compte aux Américains. C'est le cas du Rwanda. Nous, Congolais, que nous aimions les Russes ou pas, que nous aimions les Chinois ou pas, nous savons que si nous voulons garder le Congo en un seul morceau, ce n'est pas aux Américains que nous devons aller, moins encore les Français et les autres, les cafards qui vivent du sang sucé aux Américains. Nous ne pouvons pas nous joindre à eux, mais plutôt, nous devons prendre les risques qui se calculent très bien de se joindre à d'autres Africains, tels le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres qui vont venir afin de résister à l'hégémonie américaine et se joindre aux forces qui aident réellement et qui n'ont pas l'intention de coloniser les Africains. Vous allez dire, on ne sait pas ce qu'il en est des Russes et des Chinois, mais nous connaissons leur histoire. Les Chinois et les Russes avaient aidé les Coréens. Et les Américains, ayant perdu, ont négocié pour qu'il y ait division de la Corée entre le Nord et le Sud. Alors, les Chinois et les Russes, en ce temps-là, avaient accepté cela. C'est pour ça que nous avons ces deux pays-là, et les Américains n'y peuvent rien. Quand nous allons au Vietnam, les Américains avaient perdu encore. Les Russes et les Chinois aidaient le Vietnam du Nord contre le Vietnam du Sud. Mais cette fois, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru aux Américains parce qu'ils se sont fait avoir en Corée. Alors ils ont dit non, au Vietnam, on ne se fera pas avoir. Ils ont refusé de croire aux Américains, c'est qu'il n'y a pas eu cessez-le-feu. Et la Corée et le Vietnam du Nord, qu'on appelait le Viet Cong si vous voulez, ont gagné jusqu'à unifier le Vietnam, un seul pays que nous avons aujourd'hui, où les Américains n'ont pas vraiment un grand mot à dire. Ils peuvent seulement faire des business avec eux. Ils ont tenté plusieurs fois de lever les Vietnamiens contre les Russes et les Chinois. Les Vietnamiens disent non, nous voulons faire affaire avec tout le monde. Si vous n'aimez pas cela, allez ailleurs, parce que nous, on ne veut pas faire la guerre, on ne veut pas être vos alliés pour faire la guerre contre vos ennemis. Les Philippines, qui sont une colonie des États-Unis depuis longtemps, n'ont pas de choix. Et les Philippines sont en train de mordre à l'hameçon. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont être. Ils vont être ukrainisés aussi. Ils vont être comme l'Ukraine. De la même manière, si les
les Taïwanais de Taïwan décident de faire la guerre parce qu'ils sont en train de se faire armer par les Américains, de la même manière qu'ils avaient fait avec l'Ukraine, il y a des spécialistes américains et instructeurs qui sont à Taïwan pour faire la guerre à la Chine. Mais je ne sais pas s'ils réussiront. Parce que maintenant, il y a cette union, je peux même dire là, c'est vraiment une union de forces entre la Chine et la Russie. Et les Américains, ayant trouvé qu'ils ont perdu en Ukraine, ils sont en train de dire à l'Ukraine, fais tout ce que tu peux, tout ce que tu veux. Et ils commencent à tourner déjà vers, à se retourner vers Taïwan, parce qu'ils veulent détruire la Chine. Pourront-ils, s'ils pensent qu'ils ont affaibli la Russie au point où ils peuvent maintenant attaquer la Chine sans qu'il n'y ait des répercussions, ils se trompent brillamment. Le Congo de chez nous, qu'est-ce qu'il doit faire? Le Congo ne doit pas penser un seul instant qu'il y aura la paix par négociation avec le Rwanda. Ça n'arrivera pas. Et on ne doit pas nous faire croire que le Rwanda est fini, Kagame est fini. Non, il n'y a rien de tout ça. Nous devons seulement, nous décider de prendre les choses en main. Peut-être pérenniser en attendant que nous soyons prêts, continuer à faire ce que la Russie faisait. La Russie a négocié de 2014 à 2022 avec les Occidentaux pour amener la paix en Ukraine. La Russie voyait ce qui se passait, comment les Américains, l'OTAN s'implantait là-bas en Ukraine. Mais la Russie n'était pas prête. La Russie a continué à négocier, sachant que ça n'ira nulle part, pourvu que la Russie puisse avoir le temps de se préparer, chose qui est faite maintenant. La Russie est en mode attaque. Nous aussi, nous devons faire cela. Nous devons complètement oublier les... Bon, négocier pour ralentir la situation, et pendant ce temps, on se gonfle le muscle. Effectivement, c'est ce que Tshisekedi fait. Mais pour que cela réussisse, nous ne devons pas regarder Tshisekedi et penser en termes de 5 ans de mandat. Non. Nous devons plutôt penser en fonction d'une mission. La mission que nous voulons que Tshisekedi puisse réaliser, c'est l'indépendance, la libération du Congo. Alors, que Tshisekedi le veuille ou pas, nous devons le garder là, après son mandat, d'une manière ou d'une autre. Mais la seule façon de le faire, d'abord, il faut que la Constitution soit revisitée. Vous vous rappelez, hein, j'avais dit ceci, que la première des choses qui me montrera que réellement Kamere est loyal à Tshisekedi, ce serait que dès qu'il prend le Parlement, à la première journée, qu'il lance des mesures d'amendement de la Constitution ou de changement de la Constitution. Je disais, le professeur Mbata, j'espère qu'il avait déjà une Constitution prête qui va remplacer la nôtre, parce que lui, il était là quand ils ont fait cette Constitution. Les situations étaient difficiles pour eux, ils ne pouvaient pas vraiment forcer l'affaire, ils ont accepté ce qu'ils ont accepté, mais maintenant je croyais qu'ils devaient être prêts avec une Constitution, dire à Tshisekedi, nous avons cette Constitution qui est prête, regardez-la, nous sommes prêts. Je croyais que celui qui va prendre le Sénat va être aussi précipité pour changer la Constitution, l'amender. Mais non, tous ceux qui sont au pouvoir, au Parlement et au Sénat, sont plutôt de mèche avec l'ennemi. Alors, je ne peux pas vraiment dire qu'on peut compter sur eux, car ils sont nécessairement nuisibles pour notre État, notre gouvernement. Et je parle de Sama Lukonde, je parle de Kamere, je parle de Bahati Lukwebo, je parle de tout ce monde-là, tous, à l'exception de qui? Je ne vois même pas, à l'exception de personne. Je ne fais confiance en personne. Tout ce monde-là, ce sont des moboutistes transformés en kabylistes et qui veulent nous faire croire qu'ils peuvent travailler pour le bien du pays. Je ne crois pas. Sinon maintenant qu'ils ont la plume à main, ils ont le pouvoir,
ils allaient faire cela exactement. Comme vous voyez les Burkinabés, quand ils ont pris le pouvoir, parce qu'ils voulaient le changement dans leur pays, tout de suite, ils n'ont pas hésité. Ils ont commencé le changement. Mais nos dirigeants, non. Tout ce qu'ils veulent, c'est comment créer des projets bidons qui vont sucer l'argent du peuple. Comment augmenter des salaires qui sont déjà monumentaux. J'ai vu cette vidéo-là, enfin, cet audio-là, qu'on attribue à Sango, de la télévision Sango, comment il s'appelle, Israël Mutombo, qui parle des salaires. J'espère que ces salaires-là, parce qu'il ne l'a pas dit, ces salaires-là sont en francs congolais. Quand il parle de 34 millions, je pense que ce n'est pas vrai que quelqu'un peut avoir 34 millions au Congo sans que ce soit partout. Je pense qu'il parlait de 34 millions de francs congolais qui tombent à quelque chose comme 11 000 $ ou 12 000 $, quelque chose comme ça, dollars américains. Mais même ça, c'est trop. C'est trop. Parce qu'un ministre canadien reçoit combien? 5 000 par mois. Un ministre canadien, 5 000 par mois. Alors, un ministre congolais avoir 13 000, 15 000, c'est aberrant. Dans un pays qui est à genoux comme ça, et le peuple complètement paupérisé, le peuple est rendu mendiant dans son propre pays, mendier auprès de ceux qui sont aussi pauvres que le même peuple. Seuls les dirigeants se pavanent partout, motorisés, bien habillés, mangés, et qui s'en prennent au petit peuple, méprisant le petit peuple. Ça, on ne peut pas accepter. Voilà, alors nous devons oublier les négociations ou négocier de mauvaise foi, nous aussi, et nous préparer seulement à aller prendre les choses entre nos mains, attaquer le Rwanda et libérer notre pays, cherchant, et nous devons chercher des alliés. L'alliance que nous avons avec la Chine ne doit pas être une alliance de paquetis, une alliance d'apparence, non. Ça doit être une vraie alliance qui engage les Chinois directement à nous défendre. Et par ricochet, ça engage les Russes qui sont maintenant de main avec les Chinois. Alors, vous avez suivi que les Américains, Joe Biden, pour ce que vous pouvez penser de Joe Biden, a changé la politique d'attaque nucléaire américaine. Donc, si les Américains veulent attaquer, ils ont changé leur politique et procédure d'attaque nucléaire afin de prendre par surprise les Russes et les autres puissances nucléaires. Mais les Russes viennent eux aussi, il y a sous peu, quelques jours d'ailleurs, de changer leur procédure d'attaque nucléaire. C'est que les Russes disent maintenant que s'ils sont attaqués par un pays, quelque non nucléaire qu'il soit, à l'occurrence l'Ukraine ou les pays qui sont voisinants, qui sont déjà de mèche avec les Américains, alors s'ils sont attaqués par un pays, quelque non nucléaire qu'il soit, mais que ce pays-là, je veux dire, Ukraine ou les autres pays, sont amis à une puissance nucléaire, les États-Unis, la France, l'Angleterre, les Russes vont considérer que c'est plutôt cette puissance nucléaire qui est derrière ce petit pays-là ou grand qui les attaque et qu'ils vont utiliser la force létale et ultime. N'oubliez pas qu'au moment où je vous parle, la Russie est la première puissance nucléaire et qu'elle est la première puissance militaire. Je ne parle pas de puissance navale et de puissance aérienne qui appartiennent encore aux États-Unis, pour ce que les États-Unis ont. Mais ce qu'ils ont, c'est de la ferraille volante ou navigante sur l'eau, car les Russes ont développé des armes, ces armes capables de détruire cette ferraille qui navigue sur les eaux ou qui vole dans les airs.
Vous voyez comment les Russes sont en train de détruire les avions F-16 que les Américains ont donnés aux Ukrainiens. C'est ça que je voulais vous dire. Nous ne devons pas donner la chance au Rwanda. Nous devons prendre les choses entre nos mains. Aujourd'hui, j'ai pris la chance de vous faire visiter un peu la forêt où j'ai été prendre une petite marche. Et j'espère, si vous aimez prendre une petite marche avec moi, je vais commencer à faire de petits reportages comme ça où on discute de nos affaires au conspiratorium en regardant le beau paysage naturel. Voilà. Soyez les bienvenus au conspiratorium. Au plaisir de nous reparler. Ciao.